400.000 nati nell'ultimo anno in Italia, non è un inverno demografico, signori, è una glaciazione. Dans le troisième millénaire, vive la République, vive le peuple, vive la France! Beste Vlaamse vrienden, we staan hier vandaag. Ennyi elem velünk egyszerre még sosem volt. Kedves barátaim, hatalmas győzelmet arattunk. Bonjour à vous qui avez choisi de suivre ce 5e podcast, enfin choisi. Peut-être est-ce une force occulte qui vous a inconsciemment dicté de le faire. Cette force qui dirige le monde et qui réunit certains puissants autour du même projet, nous dominer et nous diriger. Grand complot et petite fake news dans ce 5e podcast, nous allons analyser ces mécanismes qui peuvent servir une cause, celle qui mène à la voie des extrémismes, des radicalismes, qui portent la voix des femmes ou des hommes populistes et leurs réponses, simplistes, à un monde si complexe. Méfiance donc, peut-être vais-je tenter de vous manipuler, ou sera-ce Olivier Klein, qui enseigne la psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles. Il dirige le Centre de psychologie sociale et interculturelle. Alors, une théorie du complot, au départ, c'est l'idée qu'il y a un groupe qui agit en secret et qui a des fins néfastes. Donc ça, c'est un premier élément. Mais un deuxième élément qui me semble important, c'est l'idée que, en quelque sorte, ce complot est lui-même caché. On veut nous faire croire qu'une autre réalité est présente et donc qu'il y aurait une sorte de version officielle qui cacherait l'existence de ce complot. Donc il y a en même temps l'idée du complot caché et l'idée d'une autre réalité qui serait revendiquée par souvent des autorités, des élites, etc. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique du théorie du complot et qui d'ailleurs le distingue souvent des vrais complots. Hein. Donc, quand on montre qu'il y a un vrai complot, finalement, ce complot est démasqué, parfois démasqué, pas toujours, mais il n'y a pas nécessairement une tentative orchestrée de présenter une autre vision du monde. Théorie du complot versus véritable complot. Pour faire la différence, le Centre d'action laïque de Liège a mis sur pied un service animation voici 16 ans. Stéphane Howard en fut l'initiateur, bien avant que les réseaux sociaux s'emparent des théories du complot et des fake news. Alors très vite, on s'est rendu compte, donc le service s'est étoffé au fil des années pour arriver aujourd'hui, donc on est 5 aujourd'hui. Donc très vite, et c'est ça qui nous a amené à travailler beaucoup plus précisément l'éducation aux médias et à l'esprit critique. On s'est rendu compte, et c'était avant l'explosion des réseaux sociaux, forcément, on s'est rendu compte que les gens étaient, pratiquement tous les publics avec lesquels on avait des interactions, étaient perdus par rapport à ce flot d'informations continue, à cette difficulté de traiter l'info, de la comprendre et surtout d'avoir parfois possibilité d'appuyer sur off et de se dire voilà, ça s'est amplifié effectivement avec les réseaux sociaux, donc ça c'est quelque chose peut-être qui a vraiment peut-être pas changé fondamentalement mais évolué. À l'époque on avait fait une exposition qui s'appelait Voyage au centre de l'info qui au départ n'avait pas les réseaux sociaux dedans et on a fait 2 ans après une réactualisation parce qu'on s'est rendu compte que le schéma de circulation de l'information avait changé, était devenu circulaire et plus vertical. Je veux dire, il existait bien le courrier des lecteurs, il existait bien des possibilités, mais aujourd'hui, le citoyen est pratiquement créateur, producteur, critique d'informations en temps réel, ce qui le met dans une position à la fois inconfortable et à la fois de puissance. Voilà, c'est quand même de rappeler aussi à toute personne qui produit maintenant un contenu médiatique, quel qu'il soit, qu'il a une responsabilité. Tout comme toute personne qui relaie un contenu médiatique ou qui le commande d'une certaine manière, qui le rend plus visible, on a tous une responsabilité par rapport à ça. Alors c'est évidemment pas du tout moralisateur, c'est pas le grand doigt qui dit attention machin, c'est aussi question de dédramatiser certaines choses et certains discours autour des médias qui sont parfois extrêmement je vais dire apocalyptique presque, qu'on dit voilà, que ce soit le cinéma, les jeux vidéo, maintenant les réseaux sociaux, internet, etc. sont pointés comme étant le responsable de tous les maux. Il reste le facteur qui reste le commun à tout ça, ça reste nous, c'est Sapiens, c'est l'être humain. Et tout le reste découle de notre spécificité d'être humain. Donc c'est quelque part là qu'on rejoint aussi notre spécificité du CAL, du Centre d'action laïque, de l'humanisme, c'est-à-dire qu'on essaye de recentrer
au débat, aux personnes, et de rallier ce qui nous rassemble, nous, en tant qu'humains. Ces humains parlent aux humains sur le terrain. Le Centre d'action laïque, en dehors des formations dont Stéphane vient de nous parler, c'est quoi ? Voilà, alors le Centre d'action laïque de la province de Liège, ce sont 65 travailleurs répartis sur 4 implantations à Jupille, à Warem, 2 implantations à Serein et puis un siège à la Cité Miroir où on travaille également. La Cité Miroir, on le sait, je pense qu'elle est relativement connue, elle est le lieu d'expression publique et largement accessible. Sur nos implantations, eh bien, on retrouve l'activité du pôle animation, des pôles école de devoirs et aussi du travail de proximité, de première ligne, qui relève, je dirais, davantage de la démarche d'éducation permanente. La démarche d'éducation permanente, elle traverse malgré tout l'ensemble des activités, ou quasiment l'ensemble des activités que nous menons, dans une perspective qui vise à se questionner, à permettre le débat, en maximisant l'information, la recherche d'information, mais aussi en faisant émerger le sens de la nuance dans un débat qui est aujourd'hui souvent très violent, très polarisé. C'est permettre aux uns et aux autres d'être entendus dans leurs différences, dans leurs argumentations. Et ces débats, évidemment, ils sont toujours sous-tendus par les valeurs qui nous portent. Alors le Centre d'action laïque, donc, c'est une organisation, une grosse association qui fédère en fait une quantité d'autres petites associations. Donc il y a un centre laïque qui chapeaute en quelque sorte une espèce de chapeau communautaire sur toute la région bruxelloise et la région wallonne. Et puis il y a ensuite des régionales, 7 régionales réparties à peu près par province en Belgique francophone. Et derrière ces 7 régionales et le Centre d'action laïque, il y a aussi environ 300 associations qui sont actives dans différents domaines, qui vont de l'alphabétisation à l'assistance morale aux détenus, à de l'action à l'égard d'usagers de drogue, simplement d'actes de solidarité comme des abris pour les sans-abri, etc., etc. Et donc le Centre d'action laïque, en fait, se donne pour mission de promouvoir et diffuser la laïcité, le principe de la laïcité et ses effets concrets, le projet de société dont on parlait tout à l'heure, et donc concourir aussi, finalement, à promouvoir l'état de droit, à promouvoir les droits et libertés fondamentales, mais aussi apporter notre pierre à l'édifice de la solidarité collective, de l'égalité et de l'émancipation individuelle. Aujourd'hui, l'équipe du CAL Liège est sur le terrain dans une école du centre de Liège. Christophe et Jean-Denis y assurent une animation. Et le complot, c'est quoi ? Tu l'as dit ? Des sectes de personnes. Ça peut être un groupe de personnes qui peuvent s'organiser sous la forme d'une secte, oui. Et qui ont quoi comme but ? De faire des choses un peu illégales. De faire des choses plus ou moins légales, un peu illégales, plus ou moins légales. Tu l'as dit tout à l'heure, de manière secrète, pas qu'on les voit. Tu voulais aussi ajouter quelque chose ? Par exemple, les ovnis, tous les trucs comme ça qu'on a dit, c'est peut-être relié par la même chose. Ah, effectivement, ce qui serait dans ce qu'on appelle les théories du complot, on a effectivement l'idée qu'il y a une explication derrière, il y a derrière le rideau presque quelqu'un qui dirige tous ces éléments et qui les mettrait en lien les uns avec les autres. Alors on va voir qu'en fait on va séparer un peu notre thème en deux, d'une part les théories du complot et d'autre part les complots, parce que tu viens de définir le terme complot. Effectivement, un complot, c'est un projet plus ou moins répréhensible. C'est quoi répréhensible ? C'est puni par la loi. Voilà, qui peut être puni par la loi. Alors on dit plus ou moins répréhensible parce qu'on va se rendre compte que souvent les gens qui vont construire un complot, parce qu'on va voir qu'en fait les complots, ça a existé, historiquement ça a existé, mais quand on construit un complot, souvent, soit on a l'impression qu'on a les meilleures intentions du monde, que son idée, elle est tout à fait bonne, et que si on construit un complot, c'est parce qu'on veut arriver à quelque chose qui, pour nous, est considéré comme bon, donc pas répréhensible. D'accord ? Imaginons que vous vous mettez tous ensemble pour pouvoir quitter l'école à 14h sans que personne ne vous voie, parce que vous pensez que l'école devrait terminer à 14h et qu'après vous pouvez vous balader et aller, je sais pas, faire du sport, aller au cinéma, peu importe.
on est dans une forme de complot, vous vous cachez à plusieurs pour décider de sortir de l'école sans qu'on vous voie, mais dans votre tête à vous, c'est une bonne idée parce que finalement, vous trouvez qu'avoir cours l'après-midi, c'est fatigant, c'est ennuyeux, c'est trop long, etc. C'est pour ça qu'on dit plus ou moins répréhensible, et c'est mené en secret, en commun, vous êtes bien tous ensemble, et cette idée donc d'un complot, en fait, historiquement, dans l'histoire, ça existe, les complots. Les complots existaient. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de complots historiques qui auraient ce fonctionnement-là? Donc, un petit nombre de personnes qui s'arrangent en secret pour prendre une décision, pour influencer quelque chose, changer quelqu'un de place ou pire, parfois. Aujourd'hui, les élèves de première secondaire, hier, des élèves de 6e primaire, peu importe l'âge, c'est toujours une belle rencontre que Christophe affectionne. Souvent, les élèves en connaissent plus que ce qu'ils imaginent, parce qu'ils sont curieux de leur côté, généralement, mais bon, on ne va pas dire du mal de l'enseignement du tout, hein, mais c'est vrai que parfois, tel qu'il est présenté, les connaissances des élèves ne sont pas particulièrement mises en avant, on ne leur propose pas vraiment de les partager. Et puis les sujets aussi que nous on aborde sont parfois aussi proches de leur univers un peu populaire, et donc ça leur permet effectivement d'exprimer leurs connaissances. Et les élèves peuvent recouper ce qu'ils ont déjà appris, comme par exemple les complots qui ont eu véritablement lieu au cours de l'histoire. Quand ils ont tué Jules César. Banco, 5 points pour Gryffondor, très bien. Voilà. Effectivement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots d'autres ce qui s'est passé c'est pas nouveau, hein, 44 avant Jésus-Christ, c'était il y a quand même fort longtemps. Hein. En gros, c'est des gens qui se sont réunis. Je crois que c'était le fils de Jules César, un truc comme ça, qui s'était réunis pour tuer Jules César. Comme ça, il pouvait prendre le pouvoir. Tu as tout à fait raison. C'est un complot historique, avéré, puisqu'on a des traces. Bonjour. Lorsqu'ils ne sont pas en animation, Christophe, Jean-Denis et Stéphane réfléchissent ensemble aux stratégies à adopter face à des publics aussi variés que des élèves d'école primaire, secondaire ou des bénéficiaires de maisons de repos, des régies de quartier, des détenus ou des jeunes en IPPJ. Et notre but, nous, chaque fois, c'est, lorsque nous intervenons, c'est de dire, on va non pas résoudre un problème, on n'arrive pas avec une solution clé sur porte, mais plutôt on va vous inviter à réfléchir ensemble au problème. Quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. On va aussi croiser les points de vue et pour cela, on va avant tout ouvrir un espace de discussion, ce qui manque le plus souvent. Et effectivement, aujourd'hui, c'est à la fois relégitimer un petit peu la parole des intervenants, leur dire vous avez le droit de vous exprimer, mais aussi attention, toutes les opinions ne se valent pas nécessairement. On va essayer ici de réfléchir ensemble à une problématique. Tous les avis sont bons à être exprimés dans la mesure où ils se font dans le respect des uns et des autres, mais après nous allons nous saisir de tout ce qui a été dit et on va essayer de dépatouiller un petit peu tout cela, essayer de ramener un petit peu de nuances et surtout, comme Christophe l'a déjà signalé, ramener un petit peu le débat qui est conçu plus comme un échange d'idées que comme un affrontement. Or, l'affrontement, ou du moins l'opposition, des eux et des nous, c'est justement ce sur quoi les adeptes complotistes s'appuient. Cela sous-tend tout leur discours. La théorie du complot, c'est vraiment une supposition. Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles. Il y a un groupe qui agit en secret et qu'on veut cacher leur action par une tentative de dissimulation. Donc ça, c'est un élément. Alors, comment expliquer l'existence de ce genre de mouvement? À nouveau, en tant que psychologue, nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être la motivation individuelle. Enfin, il y a plusieurs types de motivations. En tout cas, au niveau de l'individu, il y a des motivations qu'on peut qualifier de ce qu'on dit en jargon épistémique, c'est-à-dire en gros comprendre ce qui se passe. En fait, un des éléments qui guide le complotisme, c'est vraiment le sentiment que on ne comprend pas bien ce qui se passe, on a une situation d'incertitude, c'est pas clair. Et donc, des situations de crise vont souvent mener à ça. On sait pas très bien. Enfin, on est face à un changement brutal et dont on cherche à faire sens. Et le complot, c'est une explication très simple qui permet d'appréhender une réalité extrêmement complexe. Avec le Covid, par exemple,
se dire que c'était une invention de Bill Gates ou je ne sais quoi, finalement, c'est très simple. Donc, ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle des motivations existentielles. Et donc, l'idée, c'est en fait de rétablir un sentiment de contrôle sur le monde. Le complot, en faisant sens, il nous donne aussi un sentiment peut-être positif par rapport à nous-mêmes. Une caractéristique intéressante chez les complotistes, ou les personnes qui adhèrent beaucoup à des théories du complot, c'est finalement, ça leur donne aussi un sentiment finalement de pouvoir agir sur le monde, vu qu'on leur dit voilà les méchants. Donc, même s'ils sont très méchants et très puissants, on peut se révolter, on peut agir, on peut faire quelque chose. Et alors il y a une troisième motivation qu'on appelle la motivation sociale et qui est en partie liée, c'est qu'à travers l'adhésion au complot, en fait c'est pas un comportement individuel, c'est quelque chose qui se fait souvent en relation avec des groupes. Et il y a quelque chose parfois de valorisant à croire à des théories du complot, même si paradoxalement les complotistes sont parfois vus très négativement. Ils ont en même temps souvent le sentiment d'avoir accès à une sorte de vérité supérieure, de ne pas être naïf, comme chacun de nous, de ne pas être des moutons. Et donc il y a quelque chose finalement d'assez valorisant. Moi je sais quelque chose que les autres ne savent pas. Et en même temps, je peux, moi qui suis parfois peut-être très isolé, je peux trouver dans un véritable mouvement, dans une communauté de gens qui partagent mon point de vue, du lien social, et ça a quelque chose finalement qui peut avoir quelque chose de valorisant au niveau individuel. Donc tout ça, ce sont des mécaniques au niveau individuel. On a un sentiment de corps qui se fait. François Debras, professeur à la faculté de droit, Université de Liège. On vit dans un monde de plus en plus compliqué, on vit dans un monde de plus en plus difficile à appréhender, un monde qui peut faire peur à certains égards. Et donc, à travers cette lutte, on retrouve un sentiment d'utilité, de compréhension, d'appréhension, de prise sur le réel. Et donc, on fait communauté avec des gens qui pensent comme nous, avec des gens qui agissent selon les mêmes valeurs que nous. Et donc, on a l'impression de se retrouver dans un groupe et d'avoir un objectif commun. Ça peut aussi être des questions des dynamiques collectives, comment finalement d'autres personnes vont se mettre ensemble pour agir, ou comment l'appartenance à des collectivités va influencer l'individu. Mais même, on s'intéresse vraiment toujours à des aspects, enfin presque toujours à des aspects collectifs, mais notre angle de compréhension, ça reste l'individu. C'est peut-être ce qui nous différencie de la sociologie. On n'essaie pas de comprendre, par exemple, la sociologie d'un mouvement social à travers uniquement des facteurs démographiques. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait motiver des gens à s'inscrire dans ce mouvement social, par exemple, ou à s'en dissocier, des choses comme ça. Et les fake news ont-elles le même ressort, la même mécanique ? D'ailleurs, comment la définir, cette fake news ? Dans son nouveau livre « Fake News, désinformation, un enjeu démocratique », François Debras, professeur associé au sein du Centre d'études démocratie de la Faculté de droit, sciences politiques et criminologie de l'Université de Liège, nous donne un rapide cours de linguistique. Alors, la langue anglaise apporte une petite subtilité qui n'existe pas en français, c'est de distinguer la false news de la fake news. Une false news est en fait une information erronée. C'est une information fausse, que nous avons récupéré, que nous avons lu, que nous avons entendu et que nous mobilisons, soit par manque de vérification, soit par approximation, soit par erreur de notre part. Donc là, on est plutôt dans la false news. À l'inverse, les fake news sont des informations qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Une fake news, c'est un faux au sens d'une imitation. On va imiter un article de journal, on va imiter une recherche scientifique, on va imiter un communiqué de presse ou un site internet. L'objectif de la fake news, c'est de manipuler l'opinion publique, c'est de transformer l'opinion de certains individus ou certains récepteurs de cette fake news. Et quelle serait la durée de vie d'une fake news ? Mais la fake news, c'est comme toute information, elle circule quand elle est utile et qu'elle peut remplir une fonction sociale. Et donc, à partir du moment où elle ne sert plus à rien, on n'en parle plus. Et donc, quand elle peut être utilisée par certains agents pour, par exemple, susciter une mobilisation ou gagner de l'argent, elle va être communiquée. Mais dans le monde dans lequel on vit, effectivement, où il y a vraiment une accélération de tous les processus, souvent, finalement, ça va s'éteindre
assez vite. Alors il y a différents ingrédients pour faire entre guillemets une bonne fake news. Il y en a 3, donc il faut une évocation, une crédulité et une mémorisation. Une évocation, c'est-à-dire qu'une fake news n'intervient pas à n'importe quel moment. Elle a une histoire et elle s'inscrit dans un contexte spécifique. Pratiquement, on pourrait dire qu'en période de questionnement ou d'instabilité économique, on va plutôt être concentré sur le prix de l'énergie, le prix de l'essence, et donc tout un tas d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, dans les médias, vont être plus vite captées par le consommateur quand elles touchent à ces thématiques d'actualité. La crédulité, en fait, on se rend compte que parmi les personnes qui propagent des fake news ou qui s'inscrivent dans cette lutte contre l'Evras, on a à un moment un sentiment de crédulité, c'est-à-dire qu'il faut que l'on pense que cette news, cette fake news est crédible, qu'elle est effective, qu'elle nous parle, et donc on va avoir tout un tas de réseaux sociaux, de personnes sur les réseaux sociaux qui vont jouer sur des sentiments de proximité. Regardez, moi j'ai des enfants, je suis inquiet, ne pensez pas aux psychiatres, aux politiques qui sont lointains, etc. Moi je parle comme vous, j'ai des enfants du même âge que vous, etc. Et donc on le voit, ces réseaux sociaux mettent en scène un quotidien de certaines personnes et on peut se retrouver dans ce quotidien. On peut avoir l'impression de partager la vie, de partager les inquiétudes, et donc la fake news va être d'autant plus facilement véhiculable dans ces groupes qu'on a l'impression qu'on partage un peu tous les mêmes infos, les mêmes inquiétudes, et donc on véhicule ces mêmes peurs d'une autre personne. Et le dernier, alors bien sûr, c'est la mémorisation. Plus l'information est simple, plus notre cerveau va la retenir facilement. Et alors si en plus elle touche à nos émotions, à nos peurs, à nos craintes, à nos angoisses, l'information est d'autant mieux mémorisée par la personne. Les leaders d'opinion ou les mouvements qui vont recourir à des théories du complot, ils vont souvent utiliser ces facteurs psychologiques pour mobiliser des gens sans que, a priori, nécessairement, eux-mêmes soient des fervents adhérents à la théorie du complot. C'est vraiment à nous. On peut en fait utiliser ces 3 éléments que je vous ai décrits pour recruter, pour influencer, et pour attirer éventuellement des ouailles au service parfois de causes auxquelles ils n'adhéreraient pas du tout au début. Vous pensez que les personnes qui voient des complots partout sont des farfelus ? Pas tout à fait. Sommes-nous tous sujets aux fake news et aux théories du complot ? Tomberions-nous tous dans le panneau ? Pour François Debras, oui, potentiellement. Pour Hervé Parmentier, tant que la réponse est trop simple, il faut se méfier. Il faut quitter cette vision où d'un côté, il y aurait des individus rationnels en blouse blanche qui ne croiraient qu'en la science, et de l'autre côté, il y aurait des individus fous furieux, complètement hystériques, qui ne croient en rien et qui vivent dans leur cave en ayant peur des nanoparticules. Pas du tout. Les fake news, en fait, comme je viens de le dire, elles touchent à certaines de nos faiblesses, à la fois émotionnelles, mais aussi à certains biais cognitifs. Notre cerveau, c'est peut-être une machine incroyable à calculer, mais il a énormément de faiblesses. Par exemple, la fainéantise. Notre cerveau fonctionne avec des stéréotypes, notre cerveau fonctionne avec des raccourcis de pensée. Les fake news jouent là-dessus. Elles jouent avec notre cerveau, elles jouent avec nos émotions. Et donc, tout un chacun, on est capable, à certains moments, on peut faire attention, on peut vérifier les sources, on peut approfondir une question, mais tout un chacun, on est capable d'être rattrapé par nos émotions, rattrapés par nos croyances personnelles. On a tous des croyances qui sont dues à notre éducation, à nos parents, à nos amis, à nos proches, et qui construisent en fait notre identité. Et si on touche ces croyances, notre vision du monde ou nos réflexes sont en situation de détresse ou de faiblesse, et les fake news jouent énormément là-dessus. Donc oui, on est tous susceptibles de croire une fake news ou d'être confrontés à une fake news et de ne pas l'identifier comme telle. Avant tout, c'est quand même se méfier des réponses simplistes. Parce que, évidemment, s'il y a un terreau fertile sur un fond de mécontentement, a priori, s'il y a une forme de défiance, une forme de mécontentement à l'égard des politiques, si on a le sentiment d'être un peu déclassé dans la société, si on a le sentiment d'être un peu occupé de perdre sa place, son niveau socio-économique, etc., si on a le sentiment de devenir étranger à la société à laquelle on appartient, forcément, c'est un terreau tout à fait fertile pour des discours de plus en plus véhéments à l'égard d'un réputé coupable de la situation, que ce soit un étranger, que ce soit un assisté, un chômeur, que ce soit un flamand, un francophone, que ce soit un noir, un blanc. Enfin, donc il y a quand même quelque chose là dont il faut se méfier, parce qu'en réalité, les partis extrémistes, comme les partis populistes d'ailleurs, amènent des réponses simplistes à des problèmes qui sont de facto complexes. Donc c'est sans doute simple pour personne, singulièrement pas pour nos responsables politiques, mais donc voilà, il faut faire attention. Mais donc ça veut dire éduquer certainement, ça on le fait beaucoup au travers de notre mouvement d'éducation permanente, hein. Donc c'est vraiment essayer de faire en sorte que les citoyens puissent
percevoir les enjeux de la société et surtout puissent avoir conscience de leur possibilité d'agir par rapport à la situation dans laquelle ils sont. C'est aussi l'idée que c'est de l'émancipation en fait. C'est finalement si on comprend un problème, si on perçoit qu'il y a moyen d'agir, on est évidemment dans une situation très différente que celle où on a simplement l'impression de subir les événements. Donc éduquer très certainement, sensibiliser constamment finalement en dénonçant les discours dangereux comme ici l'extrémisme, en expliquant les enjeux de tel ou tel problème de société, échanger, accepter d'entendre le propos d'autrui, confronter les idées, dialoguer. Et donc tous ces éléments-là, c'est vraiment des éléments importants parce que ça permet de comprendre. Et du coup, comprendre, ça permet de moins craindre parce qu'on en se revoit parfois un peu mieux les solutions qui sont pas toujours simples, mais souvent à portée de main. Le temps de la politique, moi je crois que rappeler aussi aux gens que le temps de la politique, le temps de la démocratie, le temps du débat, c'est effectivement un temps long qui ne se réduit pas en un tweet de 250 caractères ou en un article torché en une demi-page dans je ne sais quel sur je ne sais quel pseudo-site d'information. La connaissance demande du temps, de la réflexion et de la nuance. C'est une évidence. Les fake news sont un enjeu démocratique parce que, comme je le disais, ce sont des outils de manipulation. Ce sont des outils qui permettent de critiquer des adversaires politiques, de critiquer certains acteurs, les partis, les institutions, les journalistes, les universitaires, etc. Et ce sont des outils qui permettent aussi de se défendre, c'est-à-dire qu'on va nier sa défaite électorale, par exemple. Les fake news, elles sont dangereuses pour la démocratie à 3 niveaux. Au niveau institutionnel, si on lit tous les jours sur Facebook ou sur les réseaux sociaux que les institutions politiques sont un théâtre, que les politiques que l'on connaît sont des marionnettes, que le pouvoir n'est pas là où on croit, alors finalement, pourquoi voter ? Pourquoi respecter ces institutions ? Pourquoi respecter ces personnes ? Pourquoi respecter les lois qu'elles édictent ? Et donc, elles mettent à mal les institutions de la démocratie en favorisant une défiance vis-à-vis de ces institutions. Mais les fake news sont aussi dangereuses pour la démocratie d'un point de vue social ou sociétal. C'est-à-dire que les fake news, elles vont polariser, elles vont diviser, elles vont scinder les individus. On ne se parle plus. Chacun reste dans son coin avec ses vérités, ses croyances, ses certitudes. Et quand on remplace le dialogue par la haine et le rejet de l'autre, il n'y a plus de consensus, mais il y a de la violence. De la violence comme ça a été le cas avec la prise du Capitole aux États-Unis, comme ça a été le cas au Brésil après la défaite de Jair Bolsonaro, ou comme ça a été le cas avec l'incendie de certaines écoles vis-à-vis de l'Evras. Mais alors, comment lutter ? Une piste nous est proposée par Olivier Klein. L'éducation aux médias, c'est vraiment une compétence qui pour moi doit vraiment être acquise très tôt, mais c'est pas juste. Enfin, on voit souvent ça comme développer une faculté d'esprit critique. Et bon, je ne nie pas l'intérêt de cela, mais c'est quelque chose d'abord très difficile parce que par exemple les complotistes vont vous dire qu'il faut preuve de beaucoup d'esprit critique. Donc il y a vraiment une difficulté à trouver. Et peut-être que l'enjeu, c'est d'abord savoir comment faire confiance et à qui faire confiance plutôt que d'être en mesure de décortiquer tous les arguments qui sont sous-jacents à chaque message. C'est plutôt finalement comment est-ce que j'identifie une source en qui je peux faire confiance. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est un des grands défis de l'éducation aux médias. Nicolas Bouzou, consultant en économie, essayiste et éditorialiste, auteur de La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir, ne dit pas autre chose. Il préconise même une éducation aux réseaux sociaux. Ce sera le prix à payer pour aller vers un monde plus compréhensible et décryptable. Je crois que c'est très urgent d'apprendre à nos jeunes, à nos enfants, à nos adolescents, d'identifier les fake news. Pourquoi c'est important ? Parce qu'une fake news, c'est une méthode au fond. Je vais vous donner un exemple très, très précis. Vous avez en Belgique et en France des mouvements anti-vax qui se sont beaucoup répandus pendant la pandémie. Moi, j'ai combattu ça dès le début sans avoir aucune connaissance en médecine. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de connaissances. Donc, quelle a été ma légitimité ? Ma légitimité, c'est qu'en revanche, je sais ce qu'est une fake news. Vous voyez, je ne suis pas médecin, mais je sais débusquer une fake news. Je sais que quelqu'un... On a eu le cas en France avec un médecin dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait le Dr Raoult. À partir du moment où quelqu'un vous dit « Mais moi, de toute façon, j'ai raison parce que j'ai ces diplômes, j'ai raison parce que les autres sont bêtes, je fais des études qui sont des études qui ne répondent à aucun canon épistémologique sérieux, mais je peux le faire parce que je m'en donne le droit. » Je sais vous dire qu'il est en train de fabriquer une fake news. Il verse même dans le complotisme, on peut Exactement. dire. Et donc ça, j'ai pas besoin d'être médecin.
Je sais vous le dire. Le problème, c'est que, évidemment, surtout en période de pandémie, ça fait beaucoup de mal dans la société. Donc, vous voyez, il faut faire cet apprentissage là. La fake news, mais 6 fois plus rapide que la news véritable. Bien sûr, parce que si on peut en faire, faut pas le faire, mais si je fais aujourd'hui un tweet sur les réseaux sociaux qui est outrancier sur quelque chose que j'aurais vu à Bruxelles aujourd'hui et que j'aurais complètement inventé, ça aura plus de succès que si je dis j'ai passé une formidable journée à Bruxelles, à échanger, j'ai rencontré... Ça va intéresser personne. Donc oui, bien sûr. Donc c'est quand même le grand problème des réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle il faut aussi fabriquer une hygiène de la consommation d'informations. Se débrancher. Parce qu'en fait, c'est ça le fond du sujet. Moi, j'en veux pas aux médias. D'ailleurs, je travaille dans un certain nombre de médias, je participe aux médias, je participe au débat public. Donc simplement... C'est leur modèle économique qui veut ça, et je renvoie la balle à nous tous en disant il faut qu'on apprenne à consommer de l'information. Et donc, les chaînes d'infos en continu, c'est très bien, moi j'y vais, mais un peu, pas toute la journée. Les réseaux sociaux, pourquoi pas ? Il y a des choses qui sont intéressantes sur les réseaux sociaux, mais pas plus d'une demi-heure par jour, c'est déjà amplement suffisant. Revenir aussi, bien évidemment, à la lecture. La lecture de la presse écrite. Oui. L'hebdomadaire, c'est intéressant aussi comme rythme, ça permet de prendre un peu de recul en fin de semaine, et puis lire des livres, y compris des livres avec lesquels on n'est pas d'accord. Vous voyez, donc il faut vraiment revenir à cette hygiène de l'information pour arriver à prendre du recul et peut-être à appréhender de façon un peu plus juste le monde tel qu'il est. Si le travail est hautement important, il est aussi très valorisant. Jean Denis, de l'équipe d'animation du Caliège, en témoigne. Le plus souvent, la plus belle récompense qu'on ait, c'est quand on entend que la discussion se prolonge, même quand l'animation est terminée. Où les élèves ou les participants quittent l'animation et continuent à poursuivre le débat. Et donc là, c'est effectivement... Il suffit d'une impulsion. Une impulsion, oui, effectivement. Une petite valorisation, le fait de dire, oui, vous êtes capable de réfléchir, puisque le problème qui vous semblait tellement complexe, ou l'idée reçue qui semblait tellement ancrée dans votre cerveau, vous êtes parvenu à la remettre en question, et ce n'est pas nous qui vous avons dit ce que vous deviez penser de tel ou tel sujet. C'est vraiment l'intelligence collective qui a permis à chacun, à chacune de s'enrichir mutuellement, et ce que vous avez dit à un certain moment a nourri la réflexion, et de cette nouvelle approche, de ce croisement des points de vue, a pu émerger un enrichissement mutuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle. Il n'y a pas une façon de lutter qui s'impose à toutes les autres. Il y a différentes solutions, et chaque solution pose également ces problèmes, et donc je pense qu'il faut une approche plurielle et diversifiée pour lutter contre les fake news. D'abord, il y a le niveau individuel. Quand on est confronté à une information, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on scrolle, etc., il faut essayer d'avoir un regard critique sur ce que nous voyons, sur ce que nous pensons, un regard critique sur nos stéréotypes, nos biais, etc. Mais après, on ne peut pas s'arrêter là. Il y a aussi un rôle sociétal à avoir. C'est-à-dire que l'école, ici on est dans une école, l'école doit aussi apporter des outils pour pouvoir identifier et déconstruire les fake news, notamment à travers l'éducation aux médias. Je pense que c'est un outil important, et tous les acteurs et toutes les actrices qui travaillent dans ce domaine disent qu'il y a un manque de fond incroyable vis-à-vis de ça, et je pense qu'il faut renforcer les efforts sur l'éducation aux médias. Et enfin, dernier élément, après peut-être le niveau individuel, le niveau scolaire et collectif, les GAFAM, après également les journalistes, il y a aussi un rôle au niveau des États à prendre. Certains États comme la France et l'Allemagne mettent en place des législations pour lutter contre les fake news. Ce n'est pas le cas de la Belgique, mais la question demeure. Comment lutter contre les fake news tout en préservant certaines libertés fondamentales ? Le droit à l'opposition, le droit à la presse de s'informer, le droit de critiquer une personnalité politique si on n'est pas d'accord, le droit de s'exprimer, la liberté d'expression, tout ça sont des éléments où il ne faudrait pas que, par peur des fake news, on en arrive à entraver d'autres droits fondamentaux. Comme nous avons pu le constater, les personnes qui voient des complots partout ne sont pas forcément des farfelus. Et quand on a le sentiment d'être abandonné, laissé sur le bord de la route, vers qui se tourner ? Qui croire ? Les extrêmes ? La peur du déclassement social sera-t-elle d'ailleurs exploitée par les mouvements extrémistes, populistes, identitaires ? C'est ce que nous verrons dans le podcast suivant, le numéro 6. Et ceci n'est pas une fake news. Alors, à tout bientôt pour un nouveau podcast libre et en lutte ensemble.